C'est une opération à haut risque. Un pont aérien secret pour se rendre sur le site de l'usine assiégée d'Azovstal, constamment bombardée par l'armée russe. En cette fin mars, cette aciérie est l'une des dernières poches de la résistance ukrainienne à Mariupol. Cette évacuation a été une folie totale. J'ai vécu beaucoup de guerres, d'opérations, mais une folie pareille, c'était la première fois. Des pilotes prêts à risquer leur vie, qui viennent apporter du ravitaillement et évacuer les soldats blessés. Georgi Kuparashvili est un soldat du régiment Azov. Ce bataillon ukrainien est alors retranché dans l'immense complexe industriel d'Azovstal. Georgi a été atteint de 2 balles dans l'abdomen qui ont endommagé son épine dorsale. Pris en charge dans cet hôpital militaire de fortune, installé dans un des bunkers de l'usine, il doit maintenant être évacué. J'étais blessé. Bien sûr, on m'a donné des antidouleurs. J'entendais des enfants rire. Je me disais, impossible, j'ai des hallucinations. En fait, c'était vraiment des enfants, dans le bunker. Ils jouaient à environ 10 mètres de moi, courant au milieu des soldats blessés. J'ai réalisé que ce n'était pas des hallucinations. Nous étions avec les civils, plein de civils. Les soldats blessés vivent dans des conditions insalubres, avec des plaies ouvertes et des restes de bandages non stériles, sans les médicaments ni la nourriture nécessaire. La situation, critique, préoccupe au plus haut point l'état-major ukrainien. Entre mars et avril, 7 opérations de secours sont lancées. Elles sont menées par des pilotes d'élite, comme ces 2 hommes. Nous avions 30% de chances de réussir, 70% de chances de ne pas revenir. Je ne sais pas si on peut appeler ça un suicide, mais même si on n'avait eu qu'une seule chance sur 100, on l'aurait tenté. Je me suis mis à la place de ceux qui étaient là-bas. Je n'aurais pas aimé qu'on m'abandonne là, livré à moi-même. En nous approchant de Mariupol, on s'est rendu compte que le port maritime était en feu. Il y avait des explosions partout. Tu regardes la ville et tu vois les flashs de lumière. Une fois les hélicoptères posés dans l'enceinte d'Azovstal, les soldats blessés doivent être transportés jusqu'aux appareils. On a été emmenés autour de 4 heures du matin. La difficulté, c'était de parvenir jusqu'à la zone d'atterrissage, parce que même la nuit, l'aviation russe survolait et bombardait Azovstal. On a mis plus d'1 heure pour parcourir 2 kilomètres. Nous devions nous cacher, nous mettre à l'abri très rapidement. C'était très dangereux. L'hélicoptère était tout près de la ligne de front, à environ 800 mètres. L'artillerie et l'aviation bombardaient nos positions. Et c'est là que notre régiment s'est mis à défendre la zone d'atterrissage. Il tirait pour nous couvrir. Il fallait protéger l'hélicoptère pour pouvoir embarquer et évacuer les soldats blessés.
Une fois le ravitaillement déchargé, on a pu embarquer dans l'hélicoptère. Ensuite, on a décollé. Pendant ce temps-là, les avions continuaient de bombarder. C'était fou. L'hélicoptère doit atteindre la ville de Dnipro, située à 250 km de là. Mais il faut d'abord traverser la zone occupée par les forces russes. Comme Marioupol est en permanence sous le feu de l'ennemi, le choix est fait de contourner la ville par la mer, en longeant la côte vers l'ouest. Le vol retour a été beaucoup plus compliqué. Peut-être que leurs systèmes anti-aériens nous ont repérés ou qu'ils ont entendu le bruit des hélicoptères. Nous avons été pris pour cible par les tirs d'un navire ennemi qui s'est approché de la ligne côtière. Les ondes de choc ont été tellement puissantes qu'elles faisaient tanguer l'hélicoptère dans l'air, comme un jouet. Ensuite, on a survolé le territoire ennemi pendant près de 2 heures. On volait à 7 mètres du sol, en se cachant derrière les arbres, le plus vite possible. En fait, plus l'hélicoptère vole bas, moins il est exposé au système anti-aérien de l'ennemi. C'est dingue ce que ces mecs ont fait. Gueorgui a pu être sauvé et soigné. Mais parmi les 7 opérations secrètes de ce pont aérien, toutes n'ont pas rencontré le même succès. Il y a eu aussi des tentatives où les hélicoptères ont dû faire demi-tour en raison de missiles qui ont été lancés contre eux. Ils avaient compris qu'ils avaient été identifiés. Lors d'une autre tentative, 2 hélicoptères ont été abattus sur le chemin du retour. L'un est tombé dans la mer et l'autre pas loin de Marioupol. Ils l'ont abattu à l'ouest de la ville. Le 31 mars, les débris d'un hélicoptère ukrainien Mi-8 abattu sont effectivement retrouvés non loin de Marioupol. Sur les 17 passagers, seuls 2 auraient survécu. Les services de renseignement russes ont fini par découvrir ce couloir. Ensuite, il n'était plus possible de poursuivre ces opérations car les Russes ont installé des pièges avec des systèmes anti-aériens. Ça a été la fin du pont aérien. Parmi les centaines de soldats ou de civils qui ont survécu à l'enfer d'Azovstal, il y a Anna Zaïtseva et son bébé. Pour nous, ça a été comme une interminable journée de ténèbres. J'ai vu mon mari pour la dernière fois le 11 mars, à peine 5 minutes. Il nous a apporté de la nourriture, de l'eau, des médicaments. Et je lui ai promis que s'il revenait, nous aurions un deuxième enfant. J'espère que ce sera une fille, parce qu'il voulait une petite fille. Le mari d'Anna est aujourd'hui prisonnier des séparatistes pro-russes. Au début de la guerre, Anna a 24 ans. Elle enseigne l'anglais et le français. Et Kirill, 22 ans, est employé de l'usine Azovstal. Le couple, tout juste marié, est parent d'un petit garçon de 3 mois, Sviatoslav. Ils sont installés à Marioupol, cité portuaire et industrielle de 430 000 habitants, en plein essor, sur les rives de la mer d'Azov.
l'un des poumons économiques de l'Ukraine. Le 24 février, j'étais chez moi avec mon mari et mes parents. Sur Facebook, j'ai vu un post d'un ami de Kiev. Il disait que la Russie était en train d'essayer d'occuper l'Ukraine. J'ai d'abord pensé que c'était un vieux post, une information qui datait de la crise de 2014. Mais ensuite, j'ai entendu 2 sons de bombardement. Et là, j'ai compris que la véritable guerre avait commencé. Dès les premiers jours de la guerre, les bombes pleuvent sur Mariupol, une des cibles prioritaires de Vladimir Poutine. La prise de cette ville stratégique donnerait au Kremlin le plein contrôle sur la mer d'Azov. Anna et son mari font tout de suite le choix d'aller se réfugier dans l'enceinte de l'usine Azovstal, le gigantesque complexe métallurgique de la cité portuaire. C'est l'une des plus grandes aciéries d'Europe, une ville dans la ville de 10 km². Elle comprend d'immenses entrepôts, des dizaines d'ateliers, d'immeubles de bureaux, mais aussi une caserne de pompiers, un hôtel, un hôpital, un club de sport et même son propre stade de foot. Comme mon mari était employé de l'usine Azovstal, il a reçu un message de la direction sur leur groupe Viber, informant les ouvriers de l'usine et leurs familles qu'ils pouvaient se réfugier dans les abris. Nous avons réuni nos documents, un peu de nourriture, d'eau et du lait pour le bébé, juste pour 2 ou 3 jours. On a pris notre voiture, on a tout fait en catastrophe, dans la précipitation totale. Le dédale de bunkers, de couloirs de liaison et de souterrains construits sous l'aciérie à l'époque soviétique fait de l'usine Azovstal l'abri le plus sûr de Mariupol. L'usine compte 72 ateliers. Chaque atelier a son propre bunker et ses propres tunnels, tous différents les uns des autres. L'abri anti-bombe est conçu comme une ville autosuffisante. Il y a des systèmes de purification d'eau, de ventilation, de canalisation. Seuls les employés de l'usine avaient connaissance des différents tunnels pour passer d'un bloc à l'autre ou d'un atelier à l'autre. Les employés et seulement eux. Anna et sa famille arrivent à l'usine le 25 février après-midi. Le premier abri n'était pas très profond. C'était un bunker qui ne devait servir de refuge que pour quelques heures, en cas de bombardement par exemple. Il n'y avait même pas de place pour dormir. C'était conçu pour rester assis. По просторам, и, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Утка с нами перепелочка, раз иголка, 2 иголка, будет елочка, раз дощечка, 2 дощечка. Sviatoslav, mon fils, a 3 mois aujourd'hui. J'ai passé toute la journée à faire chauffer de l'eau avec des bougies pour pouvoir préparer le lait maternisé de Sviatoslav. J'ai commencé à tenir mon journal le 28 février. Parce que le 28 février, mon fils a eu 3 mois. Mais c'est aussi le jour où mon mari a décidé de rejoindre les militaires d'Azov.
Je lui ai fait une vidéo ce jour-là sur Instagram. Скажет, папа, привет. Все хорошо, мы молодцы, умнички. Да, мы маму таскаем за волосы. Вот. Notre premier bunker a été endommagé, touché par une roquette russe. Alors nous sommes allés dans un autre bunker, en ambulance. Le trajet a duré 5 minutes, mais j'ai eu le sentiment qu'il durait des heures, parce que les bombes tombaient en permanence. On était bombardés de toutes parts, par l'artillerie, à la fois depuis la mer et depuis la ville, et par l'aviation. Igor Radzava est un ancien employé d'Azovstal. Lui aussi s'est réfugié dans l'usine avec sa femme et ses 2 enfants, dans le même bunker qu'Anna et sa famille. Notre premier jour à Azovstal, il y avait encore de l'électricité, de l'eau chaude dans les toilettes. Les frigos étaient alimentés. Nous y avons mis les provisions que nous avions apportées. Il fallait installer des couchages. On a dormi sur des bancs qu'on a récupérés un peu partout dans l'atelier. On dormait les uns à côté des autres parce que le bunker n'était pas très large, mais très long. Nous avons essayé d'expliquer la situation aux enfants, surtout à mon fils de 9 ans. Ma fille, elle, n'a que 2 ans et demi. Il lui suffit juste d'avoir sa maman à ses côtés. Sur les 75 occupants de ce souterrain, 18 sont des enfants. Les premiers temps, Artyom, le fils d'Igor, conserve son insouciance et amuse l'assemblée. Mais bientôt, ces réfugiés partis pour quelques jours à peine comprennent que la guerre va durer. Alors on a organisé notre communauté en formant plusieurs groupes. On a fait un planning pour les tâches quotidiennes. Préparer à manger, faire le ménage des toilettes. On avait suffisamment d'eau pour boire et pour cuisiner. En revanche, l'eau pour se laver était rationnée. Quand on a à peine de quoi boire, imaginez pour se doucher. Et pour les bébés, des couches de fortune sont fabriquées avec des sacs plastiques. C'était un peu comme dans un film d'horreur. C'était obscur. Il faisait froid, c'était très humide. J'avais constamment peur d'attraper la tuberculose. Nous n'avions qu'un seul but, rester en vie. Au fil des semaines, les assiégés s'enfoncent dans ce quotidien au cœur des ténèbres. Les seules respirations de ces civils coupés de tout contact avec le monde extérieur sont les visites des militaires ukrainiens. Ils viennent régulièrement les approvisionner en nourriture et en produits de première nécessité.
Підходьте, до вас трошки чогось вкусного привезли. Проходьте. Les enfants ont maintenant perdu un peu de leur légèreté, comme Artyom, le fils d'Igor. Я увидел, что вы пришли. Вот хотел бы кое-что сказать. Давай. Мы вот очень хотим вернуться все домой, хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родителей, ну, не родителей, родных там и так далее. Все, которые Сын с 14-го года. Mon fils avait 2 ans en 2014, lors de la première occupation de la Crimée et du Donbass. C'est un enfant de la guerre. Karine, la femme d'Igor, commence aussi à perdre espoir. Не считаете, скільки считаете? Уже пересчитались. Очень хотим домой. А дома, судя по всему, нет. Ну, будем надеяться на коридор якийсь. Будем надеяться. Ну що, кушать уже заканчивается. Завдяки воєнним в нас є що їсти. Тому що якби не воєнні, я не знаю, як би ми взагалі з цим справлялися. Дитині навіть надали суміш. І памперси, так. Je suis tellement reconnaissante à nos militaires ukrainiens et à nos militaires d'Azov. Ils sont encore plus cool que des héros Marvel. Ces super-héros d'Anna, ce sont les militaires du régiment Azov, ceux par lesquels le président Vladimir Poutine justifie son entreprise de dénazification de l'Ukraine. Formé en 2014 pour combattre les séparatistes pro-russes du Donbass, ce bataillon a effectivement été créé par une centaine de volontaires aux idées nationalistes et néo-nazis. Mais très vite, il est devenu une unité d'élite au sein de la garde nationale ukrainienne. En 2017, ils étaient passés à 2500 soldats. Le régiment Azov a ouvert son recrutement à des individus qui n'appartiennent pas forcément aux idées d'extrême droite. Vous avez des personnes venant de différentes origines, que ce soit des juifs, des grecs, des ukrainophones, des russophones. Et donc ce noyau radical qui pouvait exister au départ, à l'époque du bataillon Azov, s'est noyé sous la masse de nouveaux recrutants qui ne sont pas du tout politisés. Ce jour-là, aux abords d'Azovstal, c'est cette colonne russe, identifiable à ses brassards blancs, qui va se heurter à la résistance des soldats du régiment Azov. Ce soldat vient de tomber sous les balles ukrainiennes. Il succombera quelques heures plus tard. Parfois, notre régiment a pu contre-attaquer et les faire reculer. Mais nous n'avons pas d'équipement lourd ni d'artillerie. Nous n'avons que nos fusils et nos mitrailleuses. C'est difficile de combattre. Alors que les forces russes progressent dans Mariupol, les soldats du bataillon Azov se replient sur le site d'Azovstal. Le couloir aérien secret mené par les pilotes d'élite ukrainiens permet de les approvisionner en nourriture, en soldats de renfort, en armes comme ces Javelins, des lance-missiles anti-chars américains, mais aussi en moyens de communication. Depuis le 3 mars, il n'y avait plus d'électricité ni d'eau à Mariupol. Il n'était plus possible de charger les téléphones. Il n'y avait plus de réseau mobile, on ne pouvait plus contacter qui que ce soit. Grâce à Elon Musk,
Les soldats ont pu obtenir des antennes satellites Starlink qui leur ont permis de rétablir le contact. Ces antennes, offertes par le milliardaire américain, vont permettre une connexion haut débit inespérée au cœur des bunkers militaires. Elle va servir à la communication de guerre, comme ici, avec Denis Prokopenko, le commandant d'Azov. Le 13 avril, il annonce que la 36e brigade navale a rejoint son régiment. Ce sont désormais 3000 soldats qui tiennent le siège. Le message sera diffusé sur Internet en russe, comme s'il était d'abord destiné aux forces ennemies. Слава Украине! Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты. Наш моральный дух силен. Мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все, что от нас необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи. De leur côté, les Russes sont déterminés à aller débusquer les soldats ukrainiens jusque dans leurs abris. Les forces russes ont identifié plusieurs points de sortie des bunkers. Ils cherchaient à savoir qui se cachait en dessous, les civils ou les combattants d'Azov. Mais le 21 avril, ces militaires reçoivent l'ordre de changer de stratégie. Une décision de Vladimir Poutine contre le plan initial de son ministre de la Défense. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. À partir de là, personne ne pouvait sortir d'Azovstal. Les points tactiques de combat avaient été détruits par l'artillerie et il y avait suffisamment de forces russes tout autour pour empêcher toute tentative ukrainienne de percer l'encerclement. Le déluge de feu redouble d'intensité sur l'usine. Ты уверен, что стоит? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et même dans les airs. L'ennemi était partout. C'était du non-stop, de jour comme de nuit. Les avions russes survolaient la zone toutes les 15-20 minutes, 2 par 2, parfois 4 par 4. Et ils lâchaient des bombes de 250 à 500 kilos. Après, ils sont passés aux bombes de 3 tonnes. Azovstal est réduite à l'état de ruine. Plus rien n'existe de l'ancienne usine, hormis ses abris souterrains. Il est désormais impossible de ravitailler militaires et civils. Enfermés dans les entrailles du site industriel depuis 2 mois pour certains, ces derniers sont à bout de force et le font savoir au monde dans des vidéos diffusées sur Internet par les militaires ukrainiens.
Nous avons décidé de rationner la nourriture. Au lieu de 3 repas par jour, nous nous contentions d'un seul. Nous mangions de la soupe ou des nouilles, des choses comme ça. Pour les enfants, c'était très difficile. Jusqu'ici, ils ne connaissaient pas la faim. Et ils passaient leur temps à dessiner des légumes, des fruits, des biscuits. Ils jouaient à des jeux liés à la nourriture, le supermarché, des commandes de nourriture au café. On était totalement désespérés. J'avais le sentiment qu'on avait été abandonnés ici. Остановите, я прошу президента Соединенных Штатов Америки, я прошу Англию, Францию, я прошу Канаду, Японию, я прошу Израиль, я прошу Турцию, я всех прошу. Помогите нам, пожалуйста, освободите нас, спасите нас от этого. Сколько можно издеваться над нашими детьми, над стариками, инвалидами? Помогите! Помогите в конце-то концов остановить эту войну! Остановите, пожалуйста! Не могу больше! Обращение к военнослужащим ВСУ и НГУ на заводе «Азовсталь». До 16 часов российское командование объявляет режим тишины и предоставляет возможность беспрепятственного выхода с территории завода «Азовсталь» всем солдатам и офицерам, которые пожелают сложить оружие. Гражданским лицам мы гарантируем безопасность и помощь в эвакуации из зоны боевых действий. Le 25 avril était annoncé comme une journée de cessez-le-feu. Mais quand on est sorti du bunker, alors que les militaires étaient en train de lire les noms de ceux qui allaient être évacués, les soldats russes nous ont vus depuis leurs hélicoptères et ils nous ont bombardés. Un faux espoir pour les civils qui regagnent précipitamment leur sous-sol. Quelques heures plus tard, la mort les frôle à nouveau. La nuit, une bombe est tombée à côté de nous. L'abri a été bien secoué. On a eu très peur. C'était une bombe de 3 tonnes. Elle a complètement endommagé notre bunker. Ma mère a eu un bras cassé à cause de la déflagration. Et une femme a été blessée à la tête. Il était très difficile de stopper l'hémorragie. L'explosion a bouché les sorties de notre abri. J'étais persuadée que ce bunker serait notre tombe. Le 1er mai, un cessez-le-feu permet enfin l'évacuation des réfugiés d'Azovstal. Les militaires ukrainiens les aident à s'extraire de la montagne de gravats qui obstrue leur bunker. Je pouvais voir le ciel, respirer. On savait qu'on pouvait être bombardé à tout moment, mais je me disais, je vais peut-être mourir maintenant, mais j'aurais au moins pu revoir le soleil, le ciel, une dernière fois, et mon bébé aussi. Ces miraculés auront passé plus de 60 jours sous terre. Et en plus, comme le site était miné, c'était dangereux. Et il y avait régulièrement des mines qui explosaient. Была эвакуация 2 раза, и 2 раза взрывалась. Два месяца, да? Ну вот сейчас приехали с ООН, с Красного Креста. Как малыша зовут? Святослав, замечательный. Святик, я кулачок. Вчера, да? Ce premier bus, sans porte ni fenêtre,
les conduit à travers les ruines, vers la sortie du tentaculaire complexe industriel. Des délégués de l'ONU et de la Croix-Rouge prennent alors le relais des soldats ukrainiens, sous la direction du Français Grégory Brissonneau. Il y a eu un énorme soulagement. Enfin, moi, j'ai rarement vu des gens dans un état de vulnérabilité pareil et de détresse psychologique, en fait. C'est ça qui était très fort. Ce qui choque, c'est les visages émaciés et puis les gens très blancs, très faibles. Certains étaient blessés, ils n'avaient plus l'habitude de marcher, donc ils avaient du mal à se déplacer. La plupart étaient en pleurs, certains se retenaient de pleurer. Un deuxième bus doit les transporter à 250 km de là, à Zaporijjia, une zone sous contrôle ukrainien. Alors qu'on était parti depuis 5 minutes, notre bus s'est arrêté et des soldats russes sont montés. On a été très choqués à ce moment-là, parce qu'on a compris qu'on n'allait pas à Zaporijjia, mais dans un camp de filtration. Ils se retrouvent donc à Bezimen, à 30 km de Mariupol. C'est l'un de ces nombreux camps de filtration mis en place par Moscou pour officiellement traquer les civils qui feraient partie de la mouvance néo-nazie ou ultranationaliste. Tous ces gens ont été filtrés. En 8 ans, les services secrets de la République populaire de Donetsk ont appris à identifier ceux qui se font passer pour des civils, mais qui n'en sont pas. Ils ont fouillé toutes nos affaires. Nous nous sommes déshabillés. Ils ont vérifié si nous avions des tatouages. Ils essayaient de trouver des symboles nationalistes ou des symboles nazis. Ils ont fouillé dans nos téléphones et ils ont prélevé nos empreintes digitales. Ils nous ont pris en photo dans tous les sens. Ils ont connecté mon téléphone sur leurs ordinateurs, téléchargé toutes mes informations, tous mes contacts, tous mes réseaux sociaux et mes mails, et même les photos que j'avais effacées. Heureusement, j'avais pensé à cacher la carte mémoire de mon téléphone dans les couches de mon bébé. Ils nous ont demandé si nous savions où se trouvaient les dépôts de munitions, le nombre de militaires présents à Azovstal. Ils savaient déjà à cause de mon nom que mon mari est un militaire. Alors ils me mettaient la pression. Le représentant du FSB ne me lâchait pas. Il me demandait qui est mon mari, quel est son métier, où il se trouve, quels sont ses tatouages. La présence à ses côtés de Grégory Brissonneau, avec lequel Anna parle français, va être déterminante. On a créé un lien assez fort, en fait. Le fait qu'elle ait un enfant de 6 mois aussi, c'était beaucoup plus touchant. J'ai essayé de la suivre du début à la fin pour essayer de l'aider dans toute cette opération. Le représentant du FSB a compris que je pouvais répéter en français aux délégués de la Croix-Rouge tout ce qu'il disait. C'est pour ça qu'il a fini par me laisser partir. La première chose que j'ai voulu faire après ça, c'est appeler ma professeure de français, Natalia, pour lui dire que la langue française m'avait sauvé la vie. Malheureusement, je savais qu'elle était déjà morte dans les bombardements. Le lendemain, Anna et les 150 civils sauvés des décombres de l'usine partiront pour Zaporijjia.
une longue route vers la liberté. À Azovstal, il ne reste désormais plus que les militaires d'Azov et de la 36e brigade navale. On l'appelle l'oiseau chanteur de Mariupol. Katerina, 21 ans, fusil à la main, encourage ses compagnons du sous-sol avec cet hymne patriotique ukrainien. Єдине, що точно можу сказати, що тримається, підерам не по зубах. Поки вони тут, ми їбашимося до останнього. Derrière la détermination de Katerina, une réalité implacable. Les cadavres de 160 soldats entassés dans les bunkers et plus de 600 blessés. L'usine est devenue un mouroir. Les soldats blessés meurent parce que leur état s'est dégradé, que la gangrène gagne. Il faut leur couper la jambe pour leur éviter la mort parce qu'il n'y a plus de médicaments, plus d'équipements adaptés pour les soigner. Il n'y a alors plus d'eau potable et plus de nourriture. Кожного дня вони спали по декілька Les годин. combattants ne Деякі з dormaient них que втратили quelques по heures. 25 кг ваги Certains ont через те, що perdu в них jusqu'à не було 25 kilos par manque de харчування. nourriture. We spend all of our resources for the effectiveness of defense, bleed. Yeah, we're encircled, we're blocked from all of the 4 directions. We are basically here then, yeah, but most of us know this, yes. Alla Samoilenko n'a pas revu son fils depuis le début de la guerre. Tant qu'il était à Azovstal, il pouvait échanger grâce au réseau Starlink. Mon fils, Ilya, me disait qu'ils avaient plusieurs solutions. Rester les bras croisés et attendre la mort. Se rendre, mais ça n'était pas envisageable pour eux. Ou mourir, les armes à la main. Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Le 20 mai, la sentence tombe. Les combattants d'Azov et de la 36e brigade navale doivent se rendre à l'ennemi. Ils vivent leurs dernières heures dans ce paysage d'apocalypse, immortalisé par un soldat photographe du bataillon. Ils ont reçu l'ordre du commandement de sauver leur vie, car le pays avait besoin de héros comme eux. Non seulement pour servir d'exemple, mais aussi pour apprendre aux autres comment servir l'Ukraine. Il y a certainement eu des accords secrets, car il était hors de question pour eux de devenir des otages. Aucun commandement, aucun soldat ne voulait se rendre, bien sûr. Notre idéal, c'était le contraire, c'était de continuer jusqu'au dernier homme. C'est moralement très difficile d'exécuter cet ordre. Un ordre venu d'en haut. Ça a été un pas très difficile à franchir. Ces combattants, devenus les héros de la résistance ukrainienne, rendent les armes et se constituent prisonniers de guerre de la Russie. Kirill, le mari d'Anna, est l'un d'entre eux. J'ai appris qu'il est blessé. Il a reçu une balle et des éclats de bombe dans la jambe. Je ne sais pas s'il pourra remarcher un jour. Le sort de Kirill et des 2439 soldats d'Azovstal est aujourd'hui l'objet de négociations entre le Kremlin et l'Ukraine. J'espère que l'Ukraine pourra échanger nos soldats, parce que je veux que mon mari revienne, vivant. À ce jour, certains d'entre eux ont déjà été échangés. Considérés par Vladimir Poutine comme des criminels néo-nazis, les autres pourraient être jugés et condamnés à mort.